Alors la méditation, qu'est-ce que c'est et en quoi pourrait-elle remédier à cette anxiété, à ce stress? La méditation, c'est fondamentalement un entraînement de l'esprit, c'est cultiver certaines qualités. Alors ça peut être l'amour altruiste, cette pleine conscience, une sorte de liberté intérieure justement vis-à-vis de nos propres émotions qui souvent nous rendent esclaves de ces enchaînements mentaux, de force intérieure, encore une fois, dans le sens de l'idée qu'on a des ressources nécessaires pour faire face au haut et au bas de l'existence, autant de qualités qui peuvent se cultiver. Donc la méditation, c'est aussi se familiariser avec ces qualités, avec une nouvelle manière d'être et avec une nouvelle manière de faire l'expérience du monde extérieur, c'est-à-dire de traduire les circonstances du monde extérieur en états mentaux, en émotions négatives ou afflictives ou en émotions, en états mentaux qui sont constructeurs, qui contribuent à notre bien-être subjectif. Donc l'idée c'est que l'entraînement de l'esprit est fondé sur le fait que la répétition continue et bien comprise d'une certaine méthode d'entraînement conduit à des changements qui sont stables, qui sont significatifs, mais qui prennent du temps, bien sûr. Ça tout à fait en accord avec la notion de neuroplasticité, qu'il faut un certain temps, 1 mois au minimum, pour que de nouvelles connexions nerveuses se fassent, que parfois l'assimilation de la nouveauté, même à 70 ans, puisse se traduire encore par la formation de cellules dans certaines zones du cerveau, comme l'hippocampe, qui traitent la nouveauté. Et donc, l'idée que ce n'est pas faire comme l'exercice physique, d'en faire 8 heures une fois tous les 15 jours, parce qu'à ce moment-là, on s'épuise, mais quelque chose de régulier qui met en processus un mouvement de transformation et qui permet d'acquérir une habileté. Mais ici, l'entraînement, effectivement, est sur la manière dont fonctionne notre esprit, dont on gère les enchaînements de pensée, les ruminations, qui sont souvent des causes importantes de la dépression. Constamment ruminer le passé, anticiper l'avenir. L'altruisme, c'est curieux à propos de la dépression que certains ont décrit, des gens qui ont vécu cela, comme à la fois une incapacité de ressentir l'amour des autres et de manifester de l'amour aux autres. Donc il y a une composante qui est liée à cela. Des études sur la méditation ont montré également il y a une sorte d'équilibre entre l'activité du cortex préfrontal droit et gauche. Les personnes qui sont plus tendance à la rumination, à la dépression, aux émotions négatives, semblent avoir une activité plus intense à droite, et c'est le contraire pour les personnes qui sont plus extroverties, optimistes, qui décrivent plus des expériences, des émotions positives, qui sont plus actives à gauche. Et on a vu que des périodes de 8 semaines de 30 minutes par jour de méditation sur la pleine conscience pouvaient déjà faire changer cet équilibre. Alors une fois qu'on a établi que des personnes qui sont très expérimentées sont capables ainsi d'avoir des différences considérables, ce qui est important pour la société, c'est de savoir comment est-ce qu'ils en arrivent là, et est-ce qu'un entraînement sur 8 semaines à raison de 20 minutes par jour, comme on fait de la bicyclette ou du jogging, aurait des résultats suffisamment significatifs. Alors justement, l'anxiété, c'est une autre façon d'appeler le stress. Ici, il s'agissait d'employés d'une entreprise de biotechnologie à Madison, donc 30 employés qui suivent ce stage de méditation sur la pleine conscience, selon la méthode de John Kabat-Zinn de la réduction du stress par la pleine conscience, le MBSR. Et donc, c'était 3 mois, 20 minutes par jour. Comparé à un groupe témoin qui vient au laboratoire et à qui on promet de leur offrir ce stage s'ils le souhaitent après. Donc une liste d'attente. Et on voit qu'ici que les mesures de trait d'anxiété est significativement diminuée chez ceux qui se sont livrés à cet exercice et ne l'est pas, c'est le groupe témoin. Et alors ces personnes qui étaient donc sélectionnées au hasard, qui n'avaient pas d'intérêt spécial pour la méditation, les 3/4 d'entre eux ont formé un petit groupe de méditation parce qu'ils disent on ne sait pas trop ce que c'est, mais en fait ça nous fait du bien, donc pourquoi ne pas continuer? Dans ce même groupe de personnes, si l'on mesure le taux d'anticorps après un vaccin contre la grippe, on voit que leur système immunitaire est plus robuste que les non-méditants. Le cortisol, vous en avez parlé,
qui est mesuré donc dans la salive ici. Et on a mesuré ça chez des méditants au Népal, le matin très tôt, puisque dès qu'on se réveille, au bout de quelques minutes, le taux de cortisol monte considérablement. Au réveil, 1 heure après et plus tard dans la journée. Et par rapport à un groupe témoin vivant dans les mêmes conditions, mais sans se livrer à la méditation, et vous voyez une très grande différence. Ça, c'est les méditants, ça, c'est les non-méditants, à tous les moments de la journée. Donc ça, c'est aussi un détail intéressant. Donc les tendances à l'anxiété et à la colère, qui souvent peuvent aller de pair. Pareil avec l'étude de l'effet de la méditation sur la pleine conscience, mais des gens se sont dit, oui, mais en fait, vous prenez des gens très occupés, donc assez stressés, et vous leur demandez de faire de la méditation pendant une demi-heure. Vous leur donneriez une demi-heure de congé pour faire de la poterie, ça irait aussi bien, il serait un sort de bon moment passé tranquille. Est-ce qu'il y a une spécificité à la méditation? Donc là, on leur a donné effectivement des exercices de poterie pendant le même temps. Et alors, ce qu'on voit, c'est que, voilà, au bout de 8 semaines ici, ça s'était fait par Linda Carlson à Alberta, avec des patients justement qui sont traités pour le cancer. Au bout de 8 semaines, leur tendance à la colère diminue, mais par contre, ceux qui font des pots, il ne se passe rien. Donc c'est très bien pour faire des pots, mais ça ne sert pas pour diminuer la colère. Pour l'anxiété, il y a aussi une différence significative dans des avantages spécifiques à la méditation par rapport simplement à prendre quelques moments de repos et à faire un art manuel dont on sait que ça aussi procure une certaine détente. La tension artérielle peut également être diminuée, pas chez les gens qui ont une tension artérielle normale, c'est normal, sinon tous les méditants seraient morts depuis longtemps, si à chaque fois, au bout de 2 mois, tous les 2 mois, leur tension baissait. Mais ceux qui ont une tension trop élevée, eh bien, elle baisse de 15 mm par rapport au groupe témoin. Donc en gros, vous voyez ici diminution des symptômes du stress, de la dépression, des troubles d'humeur, moins de rumination, plus de présence attentive. La combinaison de la méditation sur la pleine conscience avec des thérapies cognitives et comportementales ont montré, semble-t-il, au Canada et en Angleterre, que pour les personnes qui avaient subi plus de 2 épisodes de dépression grave, on pouvait diminuer de 30% à 40% le risque de rechute s'ils faisaient ce genre d'exercice. Donc la compassion, très rapidement, l'amour altruiste et la compassion, très souvent, ça m'arrive au Népal, je m'occupe de projets humanitaires, des visiteurs qui viennent nous voir pour autre chose, qui viennent au monastère, ils veulent des conseils sur la méditation, ils disent je me sens comme ci, je me sens comme ça, j'arrive pas à dormir, etc. J'ai dit écoutez, on a une clinique pas loin d'ici, si vous allez être volontaire pendant 15 jours, vous allez voir, ça ira beaucoup mieux. Et effectivement, le fait, si vous voulez, il y a 2 manières de se préoccuper de ses propres souffrances et des souffrances des autres. D'abord, d'être entièrement, exclusivement préoccupé par soi-même. Donc ça, c'est une machine à rumination qui augmente forcément l'anxiété et tout devient imprévisible, tout devient nouveauté. On a l'impression qu'on a le contrôle de rien parce qu'on voudrait un contrôle absolu. Or, l'univers n'est pas un catalogue pour tous nos désirs. Et puis, il y a aussi la réaction vis-à-vis de la souffrance des autres. Elle provoque une empathie qui nous stresse, en fait. Non pas l'empathie qui nous mène à aider les autres, mais simplement on ne supporte pas de voir la souffrance des autres. Ça augmente nos propres fardeaux. On s'imagine dans cette position. Et donc, en fait, on a tendance à s'éloigner. Et au lieu d'aider, on se renferme encore plus sur soi-même. Donc, comment est-ce que l'amour altruiste peut remédier à cela? C'est si on est sincèrement et fondamentalement concerné par le sort des autres, c'est-à-dire qu'on accorde de la valeur au sort des autres, c'est-à-dire que de même qu'on reconnaît en soi-même qu'on ne souhaite pas souffrir et qu'on souhaite le bien-être et que personne ne se réveille le matin en souhaitant souffrir toute la journée et si possible toute sa vie, que si on se transporte dans l'esprit de quelqu'un d'autre, quel que soit son comportement, fondamentalement cette personne ne souhaite pas souffrir, et donc cette appréciation de cela, la valeur qu'on va accorder à l'autre, fera qu'on sera concerné par son bien-être et sa souffrance. Et dans ce cas, on ne vit pas la souffrance de l'autre comme une sorte de fardeau qui s'additionne à nos propres préoccupations, mais au contraire, c'est quelque chose qui va mobiliser en fait un courage altruiste qui fait que, comme un médecin sur le champ de bataille, il ne va pas s'asseoir à pleurer dès qu'il voit un blessé de plus. Et au contraire, sa détermination va en être décuplée. Donc, la compassion,
s'accompagne d'un certain courage et une détermination vis-à-vis de la souffrance de l'autre, au lieu quelque chose qui brise votre courage, qui accroît votre anxiété. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile d'aborder toutes ces passionnantes questions en si peu de temps et en même temps de tenir compte des choses passionnantes que vous avez dites. Donc peut-être que ce que j'ai essayé de partager semble un petit peu désordonné, mais voilà, c'est autant de points et de sujets qui sont passionnants et je pense qu'on sous-estime considérablement le potentiel que nous avons de transformer notre expérience par l'entraînement de l'esprit, ce qui est une façon moins exotique de décrire la méditation.